Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Dans cette nouvelle interview, je reçois Aurélie Montin, accompagnante spécialisée dans les troubles du sommeil et créatrice du podcast Insomnie hors de mon lit. Après plus de 15 ans d'insomnie, elle a enfin fini par retrouver un sommeil profond et aujourd'hui, elle aide les autres à faire de même. Dans cet épisode, Aurélie nous partage son histoire, ses galères, ce qu'elle aurait aimé entendre plus tôt et des conseils concrets pour toutes celles et ceux qui veulent enfin sortir du cercle vicieux de l'insomnie. Bonne écoute. Avez-vous l'impression de ne jamais vraiment dormir profondément, de vous réveiller plusieurs fois par nuit ou de redouter simplement le moment de vous coucher? Et si là encore le problème ne venait pas de vous, mais de votre façon d'appréhender votre sommeil? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Montin, une invitée qui connaît intimement ses nuits d'errance, ses pensées qui tournent en boucle et cette fatigue qui colle à la peau. Aurélie, tu es accompagnante spécialisée dans les troubles du sommeil, créatrice du podcast Insomnie hors de mon lit, et tu as toi-même traversé plus de 15 ans d'insomnie avant de trouver ta voie et surtout de retrouver ton sommeil. Dans cet épisode, on va revenir ensemble sur ton histoire, ce que tu aurais aimé entendre à l'époque et les conseils concrets que tu donnes aujourd'hui à celles et ceux qui n'en peuvent plus de lutter pour dormir. Bonjour Aurélie et bienvenue sur le podcast. Bonjour Mona, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici avec toi et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes mots à toi, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et aussi, nous dire un petit peu comment t'en es arrivée à t'intéresser à la thématique du sommeil? Bien sûr et bien évidemment les 2 sont liés. Donc moi je m'appelle Aurélie Montin, comme tu l'as dit. J'ai, créé le podcast Insomnie hors de mon lit en 2020, ça fait 5 ans. Justement suite j'ai envie de dire suite à une renaissance. C'était le moment où je suis sortie de mes troubles du sommeil et où j'ai eu envie de le crier au monde entier, de dire que c'était possible, là où pendant tellement d'années, j'avais cru que ça ne l'était pas. Donc pour revenir un petit peu sur mon parcours, hem, j'ai à peu près, 16-17 ans quand mon sommeil se fragilise. J'ai du mal à m'endormir, donc c'est pendant la période d'adolescence. On pourrait y revenir si toutefois tu le souhaites et ça va s'aggraver. Examen, dès qu'il y a quelque chose le lendemain, mon sommeil est de plus en plus fragile. Il suffit d'une goutte d'eau pour que je m'endorme des heures et des heures après être couchée. Et puis, rentrer dans la vie de jeune adulte, les premiers entretiens d'embauche, une catastrophe. La moindre chose fait que je ne dors pas. Et puis, petit à petit, il se passe juste plus rien, c'est-à-dire même pas parce qu'il y a un événement le lendemain, mon corps ne dort. Donc j'enchaîne les phases où, d'un seul coup je dors, j'ai aucune idée de pourquoi et puis, d'un seul coup je ne dors plus, j'ai toujours aucune idée de pourquoi et ça va durer, des jours, des semaines. Donc vraiment insomnie soit sévère parce que j'enchaîne les nuits blanches, mais dans tous les cas insomnie chronique puisque, ça dure des mois qui se transforment en années. J'arrive à 31 ans, j'en ai 38 aujourd'hui. J'arrive à 30 ans, enfin 30 ans je tombe enceinte, j'ai mon premier petit garçon. Et forcément, vie de jeune maman, je dors, pas et j'ai plus ces alternances où de temps en temps je peux récupérer un petit peu. J'ai plus ces week-ends où, d'un seul coup mon corps il lâche et hop, vraiment je dors. Donc je ne dors plus du tout, ni en journée ni la nuit parce qu'en plus lui dormait très, très peu. Donc là je tombe vraiment, au fond du trou. Je me retrouve très malade, j'enchaîne tout. Mmh. Toutes les maladies, j'attrape tout. Je me retrouve pendant plus de 3 mois alitée, à plus pouvoir sortir du lit, de m'occuper de mon fils, donc de ma famille et à dépérir en fait, en me disant: «Ma vie est foutue» et donc dans cette errance, heu, qui du coup en tout a duré, 15 ans et je vais bien sûr expliquer comment après j'en suis sortie. J'ai bien sûr consulté des médecins qui tous m'ont dit que, voilà, c'était comme ça et que je devais prendre des médicaments pour aller mieux. Donc j'ai été, «nourrie» entre guillemets aux anxiolytiques, aux antidépresseurs, aux somnifères, aux antihistaminiques aussi. Bref, tout ce qui se donne autour du sommeil, tout ce qui se donnait en tout cas à l'époque. Là, il y a des nouvelles molécules qui sont sorties, mais voilà, moi à l'époque j'avais ça.
Mmh. Certains m'ont donné beaucoup de très gros effets secondaires dont je paye le prix encore aujourd'hui. D'autres ne fonctionnaient tout simplement pas du tout. Je prenais un somnifère, je faisais nuit blanche, enfin c'était vraiment, donc quand je parle d'une grande errance, c'est à tout niveau. C'est parce que déjà c'était long et parce qu'en plus je ressentais pas qu'il y avait quoi que ce soit qui pouvait m'aider à traverser tout ça. Mmh. Et donc arrive cette période où je touche le fond et puis après j'en aurais fini avec cette grande introduction, désolée, mais comme ça au moins le contexte est posé pour la suite. Et donc là je me dis: «Qu'est-ce que je fais? Aurélie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vraiment tu as prévu de vivre les 15 prochaines années comme les 15 dernières? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que tu es mère, tu as des responsabilités, comment tu vas vivre ça?» Et donc bien évidemment la réponse était non, je peux pas revivre tout ça, donc il va falloir que je change. Donc ça a été la première prise de conscience, c'est que je devais moi changer et pas attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour moi. Ça c'est venu de par beaucoup de choses, que j'ai pu, écouter, lire et cetera. C'est vraiment un raisonnement Mmh. qui s'est, insinué petit à petit, qui est devenu une évidence pour moi. Et puis ensuite D'accord. avec des lectures vraiment plus spécifiques où j'ai compris en quoi je pouvais changer. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai eu à cœur de partager, d'accompagner les personnes qui étaient dans la même errance que moi pour les amener d'un point A à leur point B, leur point C, leur point D, pour les Mmh. pas que ça mette 15 ans pour elles. Voilà, tout simplement. Bah, merci beaucoup parce que ça a été hyper complet. Donc là, je pense que les personnes qui nous écoutent, se rendent bien compte, peuvent peut-être même aussi s'identifier à certaines choses que tu as dites, comprendre le contexte un petit peu de enfin, parce que ici, là, sur ce type d'interview, en fait, là où on va vraiment s'attarder, c'est sur, comme tu le dis, le changement. Qu'est-ce qui fait que tu es passé de cet état A, entre guillemets, de personne qui se définit comme étant insomniaque depuis 15 ans, à cet état B où du coup, bah, tu deviens accompagnante, sur le sommeil, que tu as un sommeil de qualité, en tout cas que tu arrives à en avoir un. Donc c'est vraiment hyper complet ce que tu viens de nous expliquer et moi ce qui me frappe surtout, c'est ce moment où en fait tu passes de l'un à l'autre. Ce moment où il y a ce questionnement, tu dis: «Mais Aurélie, en fait, est-ce que tu as envie de passer les 15 prochaines années comme les 15 dernières?» Et il y a cette espèce d'un moment de prise de conscience et j'ai l'impression que c'est comme si, à un moment donné, il y avait quelque chose qui était complètement enfin moi je suis assez visuelle donc je le vois comme ça, mais de complètement fermé, bloqué et qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui était venu comme ça un peu recréer une ouverture qui fait qu'il y a les choses qui se remettent en mouvement. Alors moi je le ressens comme ça quand tu l'as expliqué. Hem, Est-ce que toi tu le ressens de la même manière et comment tu pourrais expliquer en fait ce switch entre cet état un peu bloqué et la suite où du coup il y a de l'ouverture, où il y a de l'espoir, il y a un changement de paradigme en fait? Mmh. Oui, bien sûr. Le terme changement de paradigme, il est vraiment très, très adapté et je te remercie de l'avoir posé. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que on grandit tous avec, une façon de voir le monde, avec une façon de voir les choses qui nous entourent, avec une façon de se voir, avec une façon de percevoir, de comprendre ce que c'est que la santé, la maladie, les problèmes. Mais ça va même plus loin, ça va c'est la relation, amicale, amoureuse, bref. On on grandit et on construit au fur et à mesure qu'on grandit. Il y a certaines choses en plus qu'on nous construit dans notre enfance et qu'on porte avec nous. Il y a des choses aussi qu'on a depuis toujours en nous et qui s'expriment pas forcément, qui va s'exprimer plus tard. Pourquoi je dis ça? C'est parce que à un moment donné, ce qu'on considère comme évident, ce qu'on considère comme logique, ne l'est que pour nous. Ne l'est que pour nous dans un contexte très spécifique. On Il n'y a que nous qui voyons le monde tel qu'on le voit. C'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Ça rejoint aussi, bien sûr, cette notion d'impermanence, ça rejoint surtout cette notion de relativité, hein. Quand on parle de relativité d'Einstein, c'est pas qu'un concept pour parler de physique et des planètes qui se déplacent. C'est vraiment cette notion de relativité, c'est que ce qui émerge, c'est entre nous et notre environnement, cette interaction et hop, il émerge quelque chose. Si je prends le temps de poser tout ça, c'est parce que quand on prend conscience de ça, on a beaucoup plus cette liberté intellectuelle de se dire:
peut-être que je peux voir les choses différemment. Et en fait, ça, Mmh. c'est vraiment le point de départ. Donc pour répondre à ta question, à la fois le switch, il s'est fait rapidement et à la fois il a été très long. C'est-à-dire que la prise de conscience en elle-même, c'est-à-dire le moment, vraiment le matin où je me réveille et où je me dis: «Non, il faut que les choses elles changent et elles vont changer à partir de maintenant et je vais faire ça, ça, ça». Oui, c'est rapide. Mmh. À l'échelle de mes 31 ans, bah, oui, forcément, d'un matin sur l'autre, on peut considérer que c'est rapide et en même temps, c'est, le fruit d'une réflexion qui avait pris racine des années, en arrière, où petit à petit, j'avais vraiment compris qu'il y avait pas une vérité, qu'il y avait pas une façon de voir les choses et qu'on pouvait se remettre en question nos croyances, remettre en question les choses qui nous paraissaient logiques et ça change tout et c'est souvent pour ça que ce soit dans mes accompagnements, dans ce que je partage, je dis toujours: «Oui, je peux vous donner une caisse à outils bien remplie. Je peux vous donner 50 outils à utiliser pour votre sommeil. En revanche, s'il n'y a pas pour vous le déclic qui fait que ça fait sens, vous savez pourquoi vous utilisez et vous savez que c'est adapté pour vous, la caisse à outils, elle vous sert à rien du tout. Vous allez piocher des trucs, vous allez mettre 3 jours quelque chose, puis 3 jours autre chose parce que le premier changement, c'est celui en nous-mêmes. C'est dans notre posture, le regard qu'on porte sur les choses et à partir du moment où on change de regard sur son sommeil, la porte s'ouvre. Ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un peu, je pense qu'on travaille un petit peu sur le même thème finalement, toi spécifiquement sur le sommeil et moi sur d'autres problématiques aussi. Mais c'est vraiment à partir du moment où on change à l'intérieur de nous, on change certaines perceptions, on crée de l'ouverture, que là on peut s'approprier réellement les outils. Parce que moi, comme tu le sais, je fais de l'hypnose et c'est vrai que, bah, certaines personnes peuvent penser que, bah, c'est l'hypnose qui va faire à ma place. C'est l'hypnose qui va, je sais pas, créer ce changement pour moi, alors qu'en réalité, non, l'hypnose, elle permet, elle peut accélérer parfois, heu, mais elle crée pas le changement à la place de l'autre, en fait. Donc je trouve que là où ça se rejoint pas mal, c'est sur ce point-là et pour toi, à ce moment-là, du coup, ta perception, la 1re croyance, en fait, qui a sauté, c'est laquelle? C'est sur quel aspect de ta vie ou quel aspect de ton sommeil plus particulièrement? Hem, que ça ne viendrait pas de l'extérieur, comme je l'ai un petit peu déjà, dit amené tout Mmh. à l'heure, que ça viendrait pas de l'extérieur, que la solution, elle était en moi. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que mon corps, il savait dormir. J'ai appris. Je m'étais pas posé la question. Donc quand j'ai commencé Mmh. à me poser des questions, il y a des choses qui ont émergé incroyables. D'où ça vient le sommeil? OK, le sommeil, il est là même in utero. Dans le ventre de notre mère, on a déjà une alternance vers veille-sommeil. C'est pas sur 24 heures, ça va maturer, ça va changer, ça va évoluer, mais la fonction sommeil, elle se met déjà en place ici. On n'a pas à apprendre à dormir, c'est là. Mmh. OK. Donc si d'un seul coup, c'est plus là, est-ce que c'est parce que le corps, il a perdu sa fonction? Ou est-ce que c'est parce que cette fonction, elle est entravée? Je te donne une image, une métaphore. Tu veux rentrer chez toi et tu vois que la rue, elle est barrée, il y a des travaux de partout. Est-ce que, si tu rentres pas chez toi à l'heure voulue, c'est parce que tu as perdu la route, tu ne sais plus par où faut passer? Ou est-ce que c'est parce que tu as été obligé de faire 4 fois le tour de 5 quartiers environnants pour trouver une façon de rentrer chez toi ou d'attendre que les travaux se ferment le soir pour pouvoir rentrer chez toi? Tu connais la route, mais elle était entravée. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le sommeil. Le corps, il sait faire et tous les jours, il va chercher à impulser. D'accord? Sauf que, il y a plein de choses qui peuvent entraver cette fonction sommeil. On va pouvoir en détailler, j'imagine, quelques-unes aujourd'hui, mais c'est vaste et puis j'ai envie de dire, il y a presque autant de choses qui peuvent entraver que de personnes qui rencontrent des difficultés de sommeil. Donc l'idée, Mmh. c'est pas de venir lutter, c'est pas de venir se dire, d'être en colère, de venir se dire que notre corps, il nous veut du mal, que notre cerveau nous veut du mal. C'est de se dire: «C'est une information, c'est un message.
mon corps est en train de me dire que là, il y a quelque chose qui l'embête. Et donc, on va venir mettre notre petite casquette de Sherlock Holmes et on va partir à la recherche de ce qui entrave. On va explorer, mais en fait, on va venir à la recherche de nous-mêmes. On va venir se rencontrer soi-même, rencontrer son sommeil. Et on va venir découvrir des choses qu'on n'avait pas imaginées. Et donc, c'est vraiment ça la clé. C'est pour moi ce qui a été en tout cas la clé. Et bien sûr, je constate que c'est pas que pour moi, que c'est ça, c'est la clé pour de nombreuses personnes. C'est le fait de se dire que la réponse, elle est là, qu'il faut pas attendre de l'extérieur parce que personne d'autre ne pourra venir avec une baguette magique pour dire d'un seul coup, tiens, tu dors. Ça n'existe pas. En revanche, notre corps, lui, il sait, il va pouvoir faire, il faut qu'on l'aide. Alors après, on peut se faire aider par énormément de thérapeutes, de professionnels, il y a plein d'outils autour de ça. Mais par contre, et tu l'as très justement dit, c'est jamais l'outil qui fait. L'outil, il est là pour aider à faire. Et donc, il faut prendre cette responsabilité. Je sais que ça fait peur. La responsabilité, elle fait peur parce que ça veut dire qu'on doit avancer nous-mêmes. On doit faire les choses, on doit être acteur, on doit se remettre en question et c'est difficile. Mais par contre, la responsabilité, c'est la liberté et c'est la clé pour l'entièreté de ce qu'on veut mettre en œuvre. Donc oui, on a cette responsabilité et merci qu'on puisse avoir cette responsabilité parce que ça veut dire qu'on peut le faire. Ça veut dire que quand on décide d'y aller, eh bien les choses, elles vont se faire. On n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Et encore une fois, ça ne met pas du tout de côté les outils. Au contraire, ça permet de les valoriser, de les utiliser à leur juste valeur et du coup de profiter pleinement d'eux. Quand on compte sur un outil pour faire le job à notre place, on passe à côté de l'outil. Je suis hyper contente que tu évoques que tu évoques ça aujourd'hui parce que souvent moi ce que je rencontre la plupart du temps, c'est, justement ce manque de responsabilité quand on attend de l'outil et notamment, dans l'hypnose, c'est encore plus vrai parce que, bah, on a tendance à croire que l'hypnotiseur agit sur nous, encore une fois et c'est vrai que, vu que moi je fais de l'hypnose audio, bah, c'est important qu'on puisse en parler aujourd'hui pour dire que, bah, oui, certes, il y a cet outil-là qui existe, qui peut être performant à certains moments, mais en fait, ça résoudra pas le problème de fond tant que vous prendrez pas la responsabilité de ce problème-là. Donc, merci pour ça, de dire que la responsabilité, c'est quelque part retrouver de la liberté parce que, bah, quand on attend de l'extérieur, on n'a pas de pouvoir finalement, on subit les Exact. choses. Donc quelque part, ça fait un peu sortir de cette place, de quelque part de victime, pour redevenir acteur de sa vie, de son changement, de son bien-être du coup. Et donc ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit aussi et là où j'aimerais que tu creuses un peu plus, c'est sur toutes ces choses en fait, donc quand tu me dis, «Je mets ma casquette de détective, de Sherlock Holmes et j'y vais», chez toi qu'est-ce que tu as trouvé en fait en mettant cette casquette-là? C'est quoi les choses en plus de ça, j'imagine que ça t'est arrivé où tu t'es dit: «Tiens, mais ah oui d'accord, je pensais pas que c'était lié à ça en fait». Mmh. Bien sûr. Ah bah, des moments comme ça, des épiphanies, il y en a eu plein, au fur et à mesure de mon parcours. Mais on va dire que le premier, alors, avant de démarrer sur ce premier élément, je tiens vraiment à le repréciser, même si ça paraît logique pour beaucoup, je le redis. Tous les parcours sont différents. C'est-à-dire que ce qui a pu être un game changer pour moi ne le sera peut-être pas pour monsieur A, madame B. En revanche, je vais essayer d'évoquer un maximum de choses. Je vais les prendre pour moi dans l'ordre chronologique, mais pour d'autres personnes, ce serait un autre ordre. Pour d'autres personnes, ce serait, d'autres petits leviers en fonction de notre histoire de vie, de co dans quelle situation on est, avec quelle casserole on arrive et donc c'est vraiment important de pas vouloir faire du copier-coller. Quand on veut faire du copier-coller et ben, on n'est plus dans la responsabilité. On est juste dans le copier-coller. Donc vraiment, on s'accroche à ce qu'on a posé au départ et tu l'as tellement bien reformulé que faut jamais perdre ça de vue. Donc là, moi, je vais donner des choses parce que je sais que c'est forcément toujours, inspirant de se dire: «Ah bah oui, donc il peut y avoir ça, il peut y avoir ci». Moi, ça m'a moi-même beaucoup, aidée et inspirée dans mon parcours. Mais par contre, après, on prend les choses, on teste, on voit, on ajuste, on se fait accompagner et on voit ce qui résonne en nous. Bon, je ferme cette grande parenthèse.
Le la première chose que j'ai découverte, c'est que le sommeil, il était pas là au hasard, qu'il était vraiment dû à notre horloge biologique et que pour cette horloge biologique, elle puisse se mettre en place correctement, c'est-à-dire impulser le sommeil puis impulser l'éveil, il fallait qu'on puisse lui donner des points de repère. C'est un petit peu schématique de la façon de l'exprimer comme ça, mais c'est ce qui fonctionne le mieux pour que chacun puisse se représenter les choses. Donc il lui faut des points de repère à cette horloge biologique et ces points de repère vont être notamment l'heure d'exposition à la lumière, le matin, journée, mais aussi le soir, bien sûr, et je pourrais revenir en détail là-dessus. Les moments où on interagit, les moments sociaux, les moments où on interagit avec le monde, les moments où on mange. Manger à 2 heures du matin, le corps n'est pas fait pour ça. Ça brouille complètement les pistes. Ce n'est qu'un exemple. La température du corps. Si je fais du sport à 23 heures, que j'ai chaud et que je mange à 23 heures, c'est complètement antinomique avec le besoin de notre horloge biologique. Elle ne sait plus au bout d'un moment quoi quand. Si c'est une fois, très bien, on gère, on a des bons points de repère. Si c'est tout le temps, on ne sait plus. Et c'est pas anodin, c'est pas pour rien qu'il y a énormément de maladies métaboliques qui sont liées en très grande partie à des gens qui vont travailler en 3-8, qui vont travailler en 5-8, qui vont travailler de nuit, parce que leur horloge biologique est tellement dérégulée que toutes les productions hormonales derrière, parce que l'horloge biologique, elle s'occupe pas que de l'hormone du sommeil, de l'hormone de l'éveil. Mélatonine, cortisol, elle va s'occuper de l'hormone de la faim, de la satiété, de l'hormone de croissance. Bref, tout est lié. Donc, pour revenir à ça, au point principal, c'est-à-dire les points de repère de notre horloge biologique. Et donc, j'ai commencé à mettre en place des rituels. Le matin, je sors, je vais marcher dehors, je prends la lumière naturelle. Le soir, je coupe les écrans, je tamise les lumières, je fais en sorte que l'information soit on va vers le sommeil. Il fait pas plein jour chez moi et je suis pas à 10 centimètres d'un écran qui donne beaucoup d'éclairage et de lumière blanche et qui dit c'est la journée, donc continue de produire l'hormone de l'éveil. C'est ça en fait, c'est pour ça que le message il est brouillé. Je parlais des moments sociaux. J'ai aussi pris l'habitude de vraiment me prendre des grands temps le soir avant d'aller me coucher, où j'étais juste avec moi-même. C'est pas le moment d'interagir avec 1001 personnes. En fait, c'est ça le double enjeu des écrans. Il y a la lumière et on oublie trop souvent le deuxième enjeu, c'est le fait qu'on est sans cesse dans une stimulation. Donc ça Tout à fait. innove ce qu'on appelle le système dopaminergique, où on est dans l'attente de quelque chose, dans l'envie de faire quelque chose, et puis peut-être dans la frustration de ne pas recevoir tel message alors qu'on a écrit, et puis dans la surstimulation de X notifications qui arrivent, du fil voilà, des réseaux sociaux où finalement on peut plus s'arrêter, on sait même pas pourquoi. Trop de stimulation. Donc, j'ai vraiment intégré ça. Le matin, le soir, le rituel, et puis en journée. Notre système nerveux, il on n'est pas des robots, donc il peut pas monter, être en hypervigilance absolument toute la journée et puis le soir, au moment du coucher, on appuie sur un pseudo bouton on-off et pouf, tout s'arrête. Mmh mh. Ça peut fonctionner pour certaines personnes, un temps en tout cas. Pour 90 des gens, eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on va rester comme coincé en vigilance. Et donc, ce que j'ai introduit et qui a vraiment fait une grosse différence pour moi, eh bien, c'était de venir faire des breaks en journée. Donc, je me prenais 5 minutes de respiration, 10 minutes de sieste. J'allais marcher pendant 10 minutes. Quand je te dis ça, c'est que je faisais soit l'un, soit l'autre. Si j'avais le temps, je faisais un peu plus. Si je sentais que j'avais un stress dans la journée, qu'il y avait quelque chose de très impactant pour moi, je prenais le temps d'intégrer, de souffler, de méditer pendant 5 minutes. C'est là où j'ai commencé à pratiquer tous les exercices, tels que toi tu peux aussi le proposer, c'est-à-dire, de l'hypnose, de la méditation, de la respiration, toutes ces pratiques pour aider mon système nerveux à se réguler et puis à me connecter à moi-même. Et donc ça a été le b.a.-ba et rien qu'avec ça, incroyable la différence. Mes problèmes d'endormissement avaient complètement disparu. Parce que j'avais soit problème d'endormissement, soit problème de réveil nocturne, soit problème de réveil nocturne très, très long. Souvent, j'avais les 3. Mais là, les problèmes d'endormissement, fini. J'avais pu bien resynchroniser mon horloge biologique et aller vers le sommeil de façon vraiment, mais complètement sereine. Et puis en plus, dans ce dialogue intérieur, je me disais: «C'est OK, je sais que ça va le faire. Je sais». J'avais déplacé
La zone de contrôle. Je vais un tout petit peu plus loin là-dessus parce que je pense que c'est vraiment un point essentiel. Souvent, on veut contrôler son sommeil. Donc on se dit: «Je dois dormir, je dois réussir à dormir». Et alors, forcément, l'inverse de réussite, c'est l'échec. Donc quand on s'endort pas, on est dans l'échec et on ressasse l'échec et on vit dans l'échec tout le temps. Il faut laisser de côté cette notion de réussir. Le contrôle, c'est pas ici qu'il se place. Souvent, quand on parle de lâcher prise, mmh, c'est un petit peu, c'est un petit peu à double tranchant. C'est très juste que de lâcher prise, ça emmène vers le sommeil dans le sens où on se détend. Mais lâcher prise, ça veut pas dire ne rien faire. Et beaucoup de personnes sont un petit peu confuses et ont peur de ce mot lâcher prise parce qu'elles ont l'impression Tout à fait. que d'un seul coup, elles vont être très vulnérables, presque ça les met en insécurité. Lâcher prise, c'est, pour moi en tout cas, je parle de, voilà, de ma propre tour d'observation, on va dire, c'est mettre le contrôle au bon endroit. Non, votre intellect n'a pas à gérer le sommeil. Votre système nerveux autonome s'en charge très bien tout seul. En revanche, contrôlez ce que vous allez faire tout au long de la journée pour mettre votre corps dans les meilleures dispositions possibles pour dormir. Ça, oui. Là, vous avez la main dessus. Donc faites-le. Ce que je constate, c'est que la plupart des personnes qui rencontrent des difficultés de sommeil veulent contrôler leur sommeil. Par contre, c'est freestyle toute la journée. C'est l'anarchie toute la journée et par contre, au moment du sommeil, là, je veux être le chef de mon corps et je veux que l'intellect puisse tout contrôler et je veux te dire: «Maintenant, tu dors». Inversez tout. Contrôlez ce qui est de votre ressort en journée. Allez dehors, passez du temps en extérieur, faites des breaks, utilisez des outils comme l'hypnose, comme d'autres outils, mais ça peut être aussi le sport, ça peut être d'autres choses, pour venir vous réguler. Réguler vos émotions, réguler ce qui se passe pour vous. Mettez un rituel du coucher, faites attention aux horaires auxquels vous mangez, faites attention à tout ce que je viens de citer. Et ensuite, là, vous lâchez prise. Et ça fait une grande différence. Donc ça, c'était le premier Ouais. point. Je sais pas si après tu veux que je développe pour la suite. Tu m'avais pas demandé de parler aussi de mes moments d'épiphanie, mais je sais pas si tu veux rebondir avant sur, autre chose? Alors oui, complètement. Là où moi j'aimerais rebondir, c'est par rapport à ce que tu dis. Heu, bah, c'est hyper intelligent, je trouve, de dire que, bah, il y a du lâcher prise qu'à partir du moment où il y a du contrôle, d'une certaine façon et l'un ne peut exister sans l'autre finalement. Parce qu'on peut pas lâcher prise s'il y a rien à lâcher. Donc c'est hyper intelligent de le renverser dans ce sens-là, je trouve, parce que, bah, ça parle de soi en fait. C'est juste là devant nous. T'as raison, il y a ce truc de je veux contrôler les choses une fois que je suis au lit, une fois que je suis au coucher, sauf que en fait, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On ne sait pas comment faire pour dormir, vu que c'est quelque chose qui est assez inné, qui est naturel. Donc le mental, entre guillemets, lui, il est pas en capacité de pouvoir décider, comme tu dis, ce bouton on-off. Et là où je trouve ça intelligent, c'est que, bah, ça donne de la responsabilité à nouveau, ça responsabilise de dire, bah, pour pouvoir, d'une certaine façon, même si c'est jamais vraiment le cas, lâcher prise au moment du coucher, et ben justement, faut se responsabiliser la journée et contrôler tous ces moments, en fait, où on peut justement, bah, voilà, lâcher ses écrans à partir d'une certaine heure, lâcher, tout ce qui va être, excitant, on parlait, des réseaux sociaux, mais tout ce qui est aussi, point de vue alimentation, les sucres, le café et cetera. Toutes ces choses-là qu'on peut contrôler, bah, justement prendre sa responsabilité et contrôler ces choses pour que derrière on puisse lâcher. Donc je trouvais ce parallèle hyper intéressant et oui, je veux bien, si tu peux, beh, toi, développer un peu plus sur ces moments d'épiphanie justement, s'il y en a eu? Oui et justement tu as cité un mot que je vais, sur lequel je vais repartir, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça a été, une deuxième grande découverte. C'est tout bête, mais je pense que beaucoup de personnes qui vont entendre ce que je vais dire vont se dire: «Ah mais je n'y avais jamais pensé». Comment fait votre système hormonal, comment fait votre système nerveux pour fonctionner? Avec quelles ressources? Il y a la vitamine D qu'on vient synthétiser avec le soleil, OK. Le reste, c'est l'assiette. Ce qu'on met dans notre assiette agit et impacte directement la façon dont notre corps fonctionne.
J'ai parlé du système nerveux, du système hormonal, le système immunitaire aussi. Ce sont les 3 systèmes de communication du corps, interne, j'entends. Donc ce qu'on met dans notre assiette influe sur tout ça et donc influe sur notre sommeil. Donc réfléchir à ce qu'on met dans son assiette, c'est pas faire du zèle. C'est pas qu'une question de perdre du poids ou de prendre du poids. Et donc ça a été une sorte de moment waouh pour moi. Parce que j'ai toujours considéré, j'ai jamais été en surpoids, j'ai toujours fait beaucoup de sport et donc, hem, j'ai toujours considéré que, ce que je mangeais, ça devait franchement plus ou moins aller. J'étais pas, depuis l'adolescence, grosse, je mets des grosses guillemets. J'étais pas grosse, donc mon alimentation, forcément, ça va. Parce qu'on est baigné depuis l'enfance et principalement à l'adolescence par comment dire? Par un peu l'obsession du poids. Donc si tu es en surpoids, il faut faire attention à ton alimentation. Si tu es pas en surpoids, tu peux manger tout ce que tu veux. C'est le plus gros mensonge que probablement on m'ait jamais dit ou j'ai jamais entendu, parce que je ne cible personne. C'est juste, voilà, le courant de pensée, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, même si malgré tout, voilà, en santé naturelle, il y a quand même pas mal de choses qui émergent et qui sont bien démocratisées grâce, grâce à YouTube, grâce au travail que chacun peut faire sur les différents réseaux et sur les podcasts. Mais à l'époque, pourtant je ne suis pas non plus si vieille, hein, comme je dis, j'ai 38 ans, mais quand j'avais 14-15 ans, il y avait pas d'internet, en fait. Donc comme ça, c'était vite vu. Hem, donc je considérais que peu importe ce que je mangeais, il fallait juste que je fasse attention à pas trop manger pour pas prendre de poids, c'est tout. Or, mon alimentation ne soutenait absolument pas du tout, à aucun moment, mon système nerveux hormonal immunitaire. Au contraire, ça le détruisait. Donc j'avais l'apparence d'une femme en bonne santé, mince, qui fait du sport, qui sourit, qui travaille. OK, tout va bien, madame Montin, tout va bien pour vous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais fait mon test du sommeil. Je dormais pas une seconde la nuit et on m'avait dit: «Mais tout va bien, merci, au revoir». Super. Donc à un moment donné, hem, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. C'est pas parce que on ne voit pas, tout le spectre, de la lumière que, le spectre complet de la lumière n'existe pas. On va pas voir les infrarouges, on voit pas les ultraviolets, on n'entend pas les ultrasons, ils existent. Mmh. C'est pas parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, les réactions chimiques, on ne voit pas, les produits chimiques qui peuvent nous abîmer, on ne voit pas non plus les carences avec nos yeux, que ça n'existe pas. Les microbes, les bactéries, tous ces choses. Oui, bien sûr, les parasites, on peut bien sûr aussi aller, vers tout ça. J'étais en très, très mauvaise santé. Je l'ai su après. Justement, ça a été un deuxième point, c'est le fait de me rendre compte que j'avais énormément de carences. Donc premièrement, je me rends compte que mon alimentation, elle a pu abîmer mon sommeil, mais aussi qu'elle va pouvoir, voilà, deuxième versant de la pièce, l'aider. Donc je vais réfléchir à ce que je mets dans mon assiette. Alors au début, c'était confus, hein, je ne savais pas vraiment faire des choix éclairés, j'ai tâtonné, je me suis formée, j'ai appris, j'ai testé pour voir qu'est-ce qui était le mieux et découvrir ce que c'était qu'une alimentation santé, une alimentation physiologique pour un être humain. Et c'était clairement pas ce que j'avais fait pendant 30 ans. Et deuxièmement, effectivement, oui, j'avais énormément de carences. Et donc, qui dit carence dit pas de ressources suffisantes pour que mon système nerveux puisse fonctionner correctement, c'est-à-dire être en vigilance, mais redescendre. Du coup, il restait coincé en hypervigilance. OK. C'est plus confortable pour moi de rester coincé dans un mode que de faire le yo-yo entre 2 modes, voilà. J'ai pas les ressources, donc je fais avec ce que je peux. Et donc là, pour le coup, ça a été un game changer de pouvoir, à nouveau ajuster mon alimentation, me complémenter sur, une certaine période, là où j'étais vraiment très en carence et où du coup, j'étais dans un cercle vicieux et donc il a fallu un coup de pouce pour réenclencher ça de façon positive. De voir aussi qu'au niveau de mon système hormonal, il y avait pas que le sommeil qui était en difficulté. J'avais la thyroïde, j'avais, voilà, des syndromes prémenstruels très importants, j'avais plein de choses qui allaient pas. Donc je suis allée vers le rééquilibrage de tout ça et je me permets une précision aussi qui, à mon sens, est très importante. Là, dans tout ce que je dis,
Je ne m'occupais plus de mon sommeil de façon directe. J'ai laissé mon sommeil de côté. Je m'occupais de quoi? Je m'occupais de ma santé. Je m'occupais de mon terrain, je m'occupais mon microbiote, de mon intestin, de ma thyroïde. Je m'occupais de mon corps et le sommeil, il est venu derrière tout simplement, effet boule de neige. Mais le fait de l'avoir laissé de côté, de m'être dit: «Je vais être patiente. Il viendra quand il pourra venir. Moi, je sais ce que j'ai à faire. J'avance». Donc j'avais déjà réglé mes problèmes d'endormissement. Petit à petit, mes problèmes de réveil nocturne se sont réglés eux aussi. Petit à petit, mon sommeil est devenu de plus en plus solide. Il arrive avec force et parfois même c'est difficile de parfois même, il y a du bruit, je l'entends pas. Parfois même, c'est difficile de me lever le matin tellement je suis bien dans le lit, non pas parce que j'ai pas bien dormi, mais parce que qu'est-ce que j'adore dormir! Donc, quand on laisse le sommeil de côté et qu'on passe par la case santé, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut là aujourd'hui? Tout va plus vite et tout va mieux. Si on se concentre uniquement sur son sommeil, qu'on oublie la case santé, on peut y passer un sacré bout de temps. Moi, j'y ai passé 15 ans. D'autres personnes y passent 10, 20, 30. Peu importe combien de temps on y passe, mais quand on a conscience de ça, il faut pouvoir ensuite mettre en place les actions qui vont bien. Et les actions qui vont bien, elles peuvent être différentes en fonction de chacun, mais elles ont un socle commun. C'est le fait que notre environnement aujourd'hui, dans nos sociétés, n'est pas propice au sommeil. Et donc, il faut revenir aux basiques. L'alimentation, l'activité physique, les moments sociaux de qualité, la capacité à utiliser des outils de détente, de relaxation pour gérer tous les stresseurs ambiants. Et puis, le mindset, qu'est-ce qu'on se dit à soi-même. Ça sont les piliers pour tout le monde. Après, on ajuste en fonction de chacun, mais en tout cas, les grandes lignes, elles sont là. Elles sont posées et elles marchent. J'aime la façon dont tu parles de ça parce que j'ai l'impression que aujourd'hui le plus gros problème des personnes qui rencontrent des problèmes de sommeil ou que ce soit autre chose aussi, c'est qu'on est focalisé sur le symptôme. Le symptôme, je dors pas ou j'ai pris du poids ou ce genre de choses et comme tu le disais tout à l'heure, je fais le lien avec ce que tu disais, mais en fait, c'est quelque part, c'est un message que le corps envoie à un moment donné. Si je dors pas, bah, peut-être parce qu'il y a un déséquilibre quelque part et qu'il faut que j'aille le chercher. Donc, pareil avec la prise de poids. Si j'ai pris du poids ou que j'ai perdu du poids, bah, probablement que ça veut dire quelque chose et qu'il y a quelque chose à aller régler à un autre niveau. Et je pense que il est là vraiment le plus gros problème, c'est que on a tendance à focaliser sur ce qu'on voit qui va pas. Et Mmh. du coup, c'est contre-productif parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand on focus sur la chose qui ne va pas, quand on essaye de contrôler du coup cette chose-là, c'est là où on n'y arrive pas. Donc, bah, le fait de juste dire que le symptôme est un message et non pas le problème en soi à régler directement, bah, je trouve que ça ouvre pas mal de portes. Je sais pas ce que tu en penses toi, je sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs, mais juste d'essayer de voir chaque problème plus comme un message qu'un problème en soi. Et que en réglant le problème à un autre niveau, plus méta, heu, et bien, ce symptôme-là peut potentiellement disparaître. Alors après, comme tu dis, faut mettre la casquette et faut aller tester des choses. Il faut être prêt aussi parfois à se tromper, à tester et à revenir aussi sur des choses qu'on pensait être justes, sur des croyances aussi qu'on pensait être justes. Heu, parfois ça peut faire mal, ça peut faire entrer en dissonance cognitive, mais en même temps, c'est nécessaire d'avoir cette ouverture d'esprit-là pour justement réussir à mieux dormir. Donc merci pour cet éclairage-là. Hem, Par rapport à ce cheminement, comme je te disais tout à l'heure, de l'état A vers l'état B, donc il y a eu toutes ces choses sur lequel tu as travaillé, que tu as identifié, donc l'alimentation, tout ce qui va être, de l'ordre, d'éteindre les écrans et cetera, tout ce qui était en ton contrôle.
Donc une fois que tu as fait ça, tu as retrouvé le sommeil, tu as réussi à t'endormir le soir. J'imagine que tu avais de moins en moins de réveils nocturnes et cetera et cetera et comment ça a changé pour toi d'un point de vue mindset, par rapport aux pensées, aux émotions qui étaient liées aussi à tout ce changement, en fait? Parce que souvent, notre système de pensée, il est en écho, en miroir par rapport à ce qui se passe dans notre réalité et donc j'imagine que le fait de se rendre compte que finalement tu es capable de bien dormir, tu es capable de t'endormir le soir, tu es capable de passer une bonne nuit, de te réveiller le matin et d'adorer dormir, en fait, finalement. Comment ça a modifié ton système de pensée? Hem, ouais, je pense que j'ai compris ta question, mais tu me dis si je suis à côté de la plaque. Hem, Elle était pas très claire donc t'inquiète, hein, c'est il y a pas de mais souci. en fait, j'étais persuadée, ma façon de penser les choses, elle a précédé le fait d'avoir des résultats. Et donc ensuite, quand j'ai eu les premiers résultats, donc effectivement déjà les résolutions des problèmes d'endormissement, puis après résolution des problèmes de réveil nocturne, c'est venu entretenir ce mindset qui avait permis d'impulser ça. Donc finalement, ça a été un cercle vertueux où, hem, où le résultat entretenait la conviction, la pensée, la compréhension et où la compréhension, bah, permettait d'aller encore plus loin dans les résultats. Donc finalement, ça s'est auto-alimenté et puis après, bah, d'un point de vue plus, pratico-pratique, forcément quand le sommeil revient, tout va mieux. C'est-à-dire que physiquement, on se sent plus solide, mais mentalement aussi, puisqu'on sait aujourd'hui que, le sommeil, il permet de réguler les émotions et d'avoir donc Mmh. plus confiance en soi et de mieux gérer, ce qu'on appelle le stress, de mieux gérer sa capacité à réagir à ce qui nous entoure et donc forcément ça aidant, bah, ça renforce encore plus le mindset, ça renforce, ça étoffe encore plus ce système de pensée qui s'était mis en place et ça accompagne. Et puis, bah, mieux on va et puis plus enfin, tu vois, plus ça entretient ce cercle vertueux. Il y a quelque chose par contre à quoi ça me fait penser, que moi je vais m'arrêter un tout petit peu dessus, c'est cette notion de renforcement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que même mentalement, on pouvait se renforcer. Souvent, on pense qu'on peut se renforcer physiquement. On va à la salle de sport, on pousse de la fonte, on a des gros muscles. C'est très caricatural, mais souvent, on a l'impression que c'est ça le renforcement. On oublie trop souvent, et moi j'ai vraiment ça m'a, un peu ébranlée, mais de façon, positive, tu vois? Ça m'a waouh! J'ai fait un gros waouh quand j'ai vraiment pris conscience de ça, hem, qu'on pouvait se renforcer à tout niveau. On peut se renforcer au niveau émotionnel. On peut se renforcer au niveau mental, on peut se renforcer au niveau, intellectuel aussi, aller plus loin et on peut se renforcer aussi, en termes de confiance en soi, à tout niveau Mmh. et donc, moi je me suis dit: «Je veux vraiment aller vers ce renforcement». C'est-à-dire que je veux aller plus loin, là où je peux aller plus loin, pour que mon corps aille le mieux possible. Et c'est pas que physique. Moi qui venais vraiment de la culture du sport, de, faire toujours plus de sport, les résultats et cetera, je me suis rendu compte que ça, c'était une chose qui pouvait d'ailleurs ne pas forcément être la meilleure des choses en tout temps, mais surtout qu'il fallait que je le transpose. Et pourquoi je voulais m'arrêter dessus? Parce que ce renforcement au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de la confiance, ce n'est pas plus de rigidité, mais c'est tout au contraire beaucoup plus de souplesse. Et c'est là où je pense que ça doit vraiment beaucoup te parler, Mona, et probablement beaucoup parler aussi, aux personnes qui nous écoutent, à ton audience, parce que en fait, la souplesse, c'est exactement ce qu'on vient mobiliser dans l'hypnose. Plus le cerveau a de souplesse, plus il peut passer d'un état A à un état B, plus il peut changer de fréquence d'onde cérébrale rapidement et plus il peut s'adapter. Plus on a de la souplesse au niveau cérébral, plus on est fort. Là où beaucoup de Mmh. personnes pensent que la force se trouve dans la rigidité. Tout à Et fait. donc,
c'est pas facile d'aller vers la souplesse. Alors ça nous renvoie aussi à cette notion de contrôle qu'on a déjà abordée tout à l'heure, Mmh. mais même la souplesse dans la relation à l'autre, la souplesse par rapport aux événements. Prendre conscience de cette impermanence du monde qui nous entoure. De pas vouloir le faire rentrer dans quelque chose de rigide et de figé. C'est très difficile pour la plus grande majorité des gens, où il faudrait qu'il y ait pas de changement, où il faudrait que tout soit presque prédictible, où on oublie que le vivant, c'est du nouveau tout le temps et qu'il faut se renouveler tout le temps et que c'est du chaos tout le temps. Plus on essaye de rigidifier tout ça, vu que ça marche pas, plus c'est dur parce qu'on est en échec. Donc d'aller vers de la souplesse et de la fluidité et l'accueil de l'impermanence, oh là là, ça change tellement de choses. Ça permet tellement d'être plus en paix avec les choses et plus en paix avec soi-même. Et qui dit plus de paix, dit plus de sécurité. La sécurité et le sommeil, ce sont 2 notions intrinsèquement liées. On peut très difficilement, voire pas, aller vers le sommeil si on se sent en insécurité. C'est normal. Depuis la nuit des temps, si notre corps est en insécurité, c'est pas le moment de se dire: «Bon allez, je me cale sous un arbre, advienne que pourra». Non, on se sent en insécurité, le corps réagit avec les ressources qu'il a, il nous maintient en éveil jusqu'à ce qu'on se sorte de la situation d'insécurité. Aujourd'hui, l'insécurité, elle peut prendre plusieurs formes. Insécurité émotionnelle, sociale, familiale, financière, professionnelle. Donc on a besoin d'aller vers de la sécurité. Mais la sécurité, c'est pas non plus la rigidification de notre système, de ce qu'on fait. C'est justement la confiance en soi de se dire: «Je pourrais gérer les choses et elles vont bouger et c'est impermanent et c'est normal et je l'accueille et j'avance». C'est ça qui nous met, en sécurité, en tout cas à mon sens. Ah oui, parce que comme tu le dis bien, c'est que quand ça devient rigide, c'est là où, bah, ça peut casser justement. Donc, le fait de rendre les choses plutôt souples, quelque part d'une certaine façon antifragiles, qui deviennent plus fortes à chaque fois qu'il y a une itération dans ce cercle vertueux finalement, bah, ça fait qu'on devient de plus en plus fort, de plus en plus confiant et de plus en plus sécure comme tu le dis très bien. Donc, ouais, merci beaucoup pour cette belle image. Par rapport à, encore une fois, ce parcours, comment toi t'en es venue à, devenir accompagnante, en fait, sur le sommeil? Qu'est-ce qui a fait que, de ton expérience, tu eu envie de partager ça, que tu envie de toi, d'accompagner des personnes qui ont vécu peut-être la même chose que toi à, bah, dépasser ce problème du sommeil? Bah, déjà la première chose, c'est, le fait qu'il y ait un vide. Qu'il y ait un vide, Mmh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on rencontre des difficultés de sommeil, soit on nous propose des médicaments, soit on nous envoie chez un psy. Donc en première intention, c'est ça. Sauf qu'au regard de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on se rend bien compte que, mmh mh, il manque un truc. On va associer le trouble du sommeil avec un problème mental. Or, ça veut pas dire c'est pas ça. Ça veut pas dire qu'il y a rien de mental, mais ça ne peut pas être que associé uniquement à du mental. Déjà parce que le mental et le corps, c'est la même chose. Déjà partant de là, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche et en plus de ça, les médicaments, en cette 1re option, les médicaments, eux, ils viennent encore plus masquer le symptôme. Le système nerveux a du mal à descendre, pas de souci, on va appuyer sur la pédale de frein, boum, on bloque tout. «Ouais, mais pourquoi il a du mal à descendre?» Et donc là, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, le symptôme comme message, comme information, ce dont on a parlé, mais tu l'as tu l'as repris après en disant: «Il faudrait vraiment écouter ça» et je suis tellement d'accord avec toi. C'est une information, c'est un message, ça nous renvoie à beaucoup d'humilité. Déjà parce que on sait qu'on va devoir chercher, on n'a pas la connaissance de tout. Ça nous renvoie aussi à beaucoup de curiosité. C'est impensable pour moi de se dire: «Ah OK, ah tu fait, une poussée d'eczéma, la semaine dernière. Oui, j'ai mis de la crème dessus, bon là ça va un peu mieux, mais bon ça revient de toute façon, tous les 3 mois, je mets de la crème puis ça repart. Je mets de la crème, ça repart». Mais
«Mais pourquoi initialement tu as de l'eczéma?» «Bah, c'est comme ça». «Bah, non, mais pourquoi ce serait comme ça?» Ça pousse à être curieux. «Pourquoi il y a ça?» «Ah bah, peut-être parce que ci, peut-être parce que ça». Il faut dérouler la pelote. Et ça, c'est très important. Et donc quand on déroule la pelote, en l'occurrence pour le sommeil, on se rend compte qu'il y a toujours une cause initiale. Donc oui, on peut prendre autant de cachets qu'on veut, mais tant qu'on n'est pas allé voir la cause, alors je dis la cause, souvent c'est plus les causes, mais en tout cas, on arrive à comprendre ce qui se passe dans les tenants et les aboutissants. Et donc on peut prendre des médicaments toute sa vie et puis pas dormir. J'ai énormément de personnes, si ce n'est pas tous, qui me disent: «Mais je prends des somnifères», enfin les personnes qui me consultent, alors bien sûr, il y a quand même un biais dans le sens où si elles me consultent, c'est parce que ça va pas. Donc peut-être des gens pour qui ça va bien, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Toujours est-il, c'est que les personnes viennent en me disant: «Mais ça fait j'ai pris ça pendant 9 mois». OK, et du coup, vous dormiez? Non, pas mieux. Quelques heures. Ça peut pas être une solution. On n'est pas vous n'êtes pas guéri, vous n'allez pas mieux, en fait. Donc vraiment, il faut vraiment considérer cette nécessité d'être humble, d'être curieux et puis d'avancer comme ça. Et hem et excuse-moi, j'ai complètement perdu ta question de départ. Je suis partie dans une digression. Alors, juste avant, je voulais juste revenir sur un point que tu as évoqué là, que je trouve intéressant tant qu'on y est. Hem, c'est sur cette notion, en fait, donc il y a les médicaments qui viennent quelque part masquer, en fait, le problème de fond. Mais tu sais, il y a certaines personnes, en fait, qui ont eu cette espèce d'impulsion de curiosité au départ, qui se sont posées un tas de questions, qui ont essayé de chercher, qui ont testé plein de trucs, souvent qui ont cherché de l'aide aussi, mais qui ont pas eu l'aide dont ils avaient réellement besoin, au final. Et il y a des personnes comme ça qui se sont peut-être senties découragées à un moment donné, qui en ont eu marre de chercher, de tester des trucs, d'en permanence se retrouver face à des échecs à répétition. Toi, qu'est-ce que tu auras envie de dire à ces personnes-là, en fait? Cherchez encore. Je sais que c'est difficile, Mmh. je sais que c'est difficile, je sais que c'est difficile à entendre. Hem, Cherchez encore, mais bien sûr, je vais aller plus loin parce que je sais bien que ta question est beaucoup plus profonde et nuancée que ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas s'octroyer le luxe de se laisser tomber soi-même. On peut pas être, ce qu'un certain Julien Pineau appelle métaboliquement insultant. On peut pas dire à notre corps: «Bah, écoute, tant pis, on verra ça dans une prochaine vie». Maintenant, le fait de dire que c'est dur, qu'on peut être démotivé et que parfois, sur certaines périodes, on peut dire: «Allez, là, là, vraiment, je me lâche la grappe, je n'en peux plus». Par contre, je garde en tête que dans un mois, je fais ça, je vais là-dessus, je repars de zéro. Il faut accepter parfois de repartir de zéro parce que Mmh. peut-être qu'on avait pris le mauvais chemin et que dans ce chemin, il y avait rien qui était porteur pour nous. Donc il faut accepter de repartir de zéro. C'est pas un échec, c'est un apprentissage. Donc c'est vrai que c'est difficile, et c'est en ça où parfois le mental pardon et le mindset, il est là pour soutenir un peu ce château de cartes branlant. C'est là où c'est important de se dire: «Bon, là, en ce moment, j'ai l'impression que je peux plus rien y faire du tout pour mon sommeil». Soit je décide effectivement de me faire accompagner par d'autres thérapeutes jusqu'à ce que je trouve, soit je me lâche un peu la grappe. Je me dis: «Bah, allez, là, je prends tel complément alimentaire, histoire de limiter un peu la casse, telle plante, tel machin, tel truc pour m'aider». Par contre, en journée, je n'y pense plus. Je vais peut-être être fatiguée, mais je n'y pense plus. Je vis ma vie. Je fais passer ma vie et ce que je vis devant mes préoccupations de sommeil, comme si ça n'existait pas. Pendant un certain temps, j'entends. Et ensuite, quand on a peut-être trouvé un petit peu plus de ressources, qu'il y a quelque chose de différent, ou alors que d'un seul coup, tiens, on entend parler d'une nouvelle personne, d'un nouveau truc qu'on ne connaissait pas. Ah OK, allez, je me relance. Mais par contre, il faut pas rester dans une fatalité tout le temps parce que ça ne pourra pas d'un seul coup changer de soi-même par miracle. Donc, j'ai vraiment conscience que c'est très difficile et moi-même, j'ai rencontré des périodes très dures de remise en question, de, de
de fatigue mentale, physique à tout niveau, avoir envie d'abandonner, de pas comprendre. Donc vraiment, je comprends et je sais aussi ce que fait le manque de sommeil. Le brouillard mental, la perte de force, de plus pouvoir se concentrer, de plus avoir envie de relationner avec les autres, plus vouloir sortir, être dépité, en colère, frustré, tout y passe. Donc vraiment, je comprends. Et pour autant, j'ai la conviction qu'il faut pas s'abandonner. Voilà, il y a une personne qui me disait, mais dans un tout autre domaine, puisque c'était, le domaine de la parentalité, quand on rencontre une difficulté avec ses enfants et du coup, bon, là, bref, c'était mon cas et je dis à cette personne qui est adorable, qui est justement conseillère parentale et je lui dis: «J'ai l'impression d'avoir tout essayé avec mon fils et cetera» et elle me dit: «C'est forcément faux. C'est forcément faux. C'est-à-dire qu'il y a des choses juste là, tu ne le vois pas. Donc dis-moi tout ce que tu as essayé et je te dirai ce qui manque ou alors je te dirai, voilà, peut-être comment faire les choses différemment». Mais ça se duplique dans tous les secteurs. Enfin, à mon avis. Mmh. J'aime bien cette idée, dont tu parles de OK, c'est pas un échec, c'est un apprentissage et que chaque échec par lesquels tu passes, en fait, ça t'apprend des choses à propos de toi, à propos de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas et qu'il y a peut-être pas tout à acheter à chaque fois dans ce que tu testes, qu'il y a peut-être des toutes petites parties, en fait, qui font du sens et que c'est peut-être un assemblage de plusieurs petites parties de plein de tests différents. Donc c'est bien de garder à l'esprit que de partir avec cette idée de: «Je vais apprendre sur moi, je vais apprendre sur mon problème», c'est beaucoup plus important que de se focaliser sur un résultat concret. Donc j'aime beaucoup cette idée-là. D'autant que est-ce que je peux me permettre de faire cette incise, Mona? Parce que vraiment ça me fait penser à quelque chose Bien de sûr, très spécifique, ce je que t'en tu dis. prie. C'est que, à nouveau, c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas, mais le corps, il a son propre agenda et qu'on ne connaît pas nécessairement. Et donc parfois, on met des choses en place avec comme première intention de vouloir mieux dormir. Mais lui, il va prendre ce qu'on amène et il va s'en servir pour quelque chose qu'il estime plus important à ce moment-là. Mmh, mmh mh. Et je me suis beaucoup intéressée, au jeûne, le fait de jeûner. Hem, dans le jeûne, il y a beaucoup de personnes qui vont jeûner pendant, voilà, par exemple une semaine de jeûne que en collectif avec, un objectif très précis. Qui viennent pour, bah, moi je veux régler, mon problème de peau, mon problème de foie, je veux faire de tel détox, je veux faire ci, je veux faire ça. Je veux me sevrer de tel truc, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. C'est rarement ce qui se passe. Mmh. Par contre, il se passe plein de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Il va se passer des choses qu'on n'a pas imaginées. Bah, le corps, il a pris ce temps de repos, il a pris ce temps de repos digestif complet et ce retour à soi, voilà, pendant plusieurs jours pour en faire des trucs et ça peut parfois être, violent. Alors, je ne dis pas ça, je le précise, c'est important, mais je ne dis pas ça d'expérience, parce que j'ai jamais fait une semaine de jeûne, mais pour, connaître beaucoup de personnes qui jeûnent et surtout m'être beaucoup formée et informée autour du jeûne, je sais que ça existe et j'aime bien donner cet exemple parce que le parallèle avec la recherche pour le sommeil, il peut se faire. C'est-à-dire que parfois, on veut s'occuper de son sommeil, mais comme le sommeil, c'est finalement presque la dernière sonnette d'alarme que le corps il a tirée avant plein de choses qui ont été ignorées, bah, lui, il va faire autre chose. OK, tu manges mieux. Parfait. Détox. Allez hop. Ah oui, tu manges mieux, tu fais attention, tes intestins vont mieux. Très bien, je vais m'occuper de ta peau. Je vais m'occuper du psoriasis ou peut-être que je vais m'occuper de la constipation ou peut-être que je vais m'occuper de, des ongles, de la peau, de la perte de cheveux parce que d'un seul coup, je suis plus reminéralisée. Très bien. Le sommeil, bah, ouais, ça viendra après. Et là, dans ce Mmh. calendrier du corps, on est obligé aussi d'allier la patience et de pas changer ce qu'on met en place pour son sommeil tous les 3 matins. Sinon, on pourra jamais savoir si ça fonctionne. Donc ça, c'est probablement un conseil vraiment à retenir, c'est que il faut s'engager sur quelque chose. Ça veut pas dire s'engager de façon dogmatique en se disant: «C'est ça et forcément rien d'autre». C'est: «Je fais ça et je me laisse du temps pour voir ce qui se passe. Et après, je fais le bilan, je réajuste, je change. Là aussi, ça demande de l'humilité. Le fait de se dire, bah,
Peut-être que j'ai fait quelque chose qui me correspondait pas forcément le mieux du monde. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises pour l'alimentation autour du sommeil. J'ai tâtonné un paquet de fois et je me suis fait aider par des tests sanguins, des tests d'hypersensibilité alimentaire pour aussi aller vers essayer de mieux me connaître. Mais j'avais une alimentation que j'avais réfléchie, qui était beaucoup plus éclairée qu'avant, mais qui me correspondait pas forcément mieux. Mmh. Ouais, du coup, voilà. Et par contre, pour autant, il y a plein de choses qui se sont aussi réglées par rapport à mes problèmes de sommeil. Et puis, pour certaines personnes, ça va prendre beaucoup moins de temps, pour d'autres, ça va prendre plus de temps parce que le corps, il a décidé de faire ci et ça. Je pense qu'on a vraiment besoin de sortir de notre conception du temps moderne. On a faim, on commande sur Uber Eats, on est livré un quart d'heure après. On veut regarder un film, on se met sur Netflix, on regarde notre film. Tout est presque dans l'instantanéité. On veut appeler quelqu'un, on veut la Plus cette notion d'effort. Ouais. alors et d'une, il y a plus cette question d'effort et tu fais très, très bien de le souligner, je suis 1000 fois d'accord. Et de 2, on oublie la temporalité du vivant. Mmh mh. Le corps, il a besoin de temps pour se remettre. C'est c'est, on se rend pas compte qu'on l'abîme pendant des années souvent par rapport à nos habitudes de vie. On le voit pas parce que lui, il est extrêmement résilient, il va faire un maximum pour que ça se voit le moins possible, donc il envoie des petits symptômes à droite à gauche qu'on ignore et puis un jour, paf, il tire la sonnette d'alarme. Mais en fait, ça fait des années que lui, il est en galère et on voudrait qu'en l'espace de 2 fois, de 2 nuits, de 2 séances de quelque chose, tout soit réglé. Mmh Non, mh. ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça dans le vivant. Donc il faut laisser au temps le temps de faire les choses, laisser au corps le temps de faire les choses, de prendre les ressources, de se réparer, de se régénérer. Cette notion de temporalité, elle est hyper importante et tu fais bien de la souligner puisque c'est moi aussi quelque chose que je rencontre souvent dans mes accompagnements. Cette notion de temporalité où on a l'habitude d'avoir, bah, un peu le tout de suite, comme tu l'as montré avec les Uber Eats, avec toutes ces choses-là. Et c'est vrai que du coup, on ne laisse plus le temps aux choses, un temps qui est non compressible en fait de l'ordre du vivant. Et ce que je trouve très, très juste aussi, c'est que, beh, quand on met des choses en place, heu, oui, comme tu le dis, beh, parfois ça va agir là où ça a besoin et pas forcément là où on avait imaginé que ça allait agir. Un peu comme, bah, parfois dans certaines expériences, souvent quand on fait des grandes découvertes, dans certaines expériences scientifiques, c'est parce qu'il se passe quelque chose alors qu'on l'avait pas prédit, en fait. Et ça nous fait, du coup évoluer sur d'autres sujets. Là, c'est la même chose. Donc l'idée et moi ce que je conseille aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que lorsque vous mettez en place quelque chose, par exemple pour améliorer votre sommeil, lorsque vous testez quelque chose de nouveau, eh bien au lieu de vous focaliser uniquement, sur le paramètre sommeil, de monitorer votre sommeil, de voir s'il y a du mieux, du moins bien, eh ben, ayez un regard beaucoup plus élargi sur, beh, tous vos autres domaines de vie, en fait. Est-ce que, bah, alors oui, le sommeil, mais pas que. Est-ce que vous avez une meilleure énergie? Comment ça se traduit? Est-ce que vos relations interpersonnelles s'améliorent? Est-ce que vous êtes de meilleure humeur? Et en fait, tout un tas de paramètres, qui peuvent être influencés par ce que vous allez mettre en place, qui sont tout autres que le sommeil en lui-même. Et déjà, juste le fait de voir, d'observer ces changements, qu'il y a du positif, même si ça n'a rien à voir avec le sommeil, et bah, je trouve que c'est engageant, en fait, que ça donne une impulsion positive et que ça donne envie de continuer, en tout cas de voir jusqu'où ça peut aller. Donc Oui, peut-être, bien sûr, garder ça en tête. Mmh. mais complètement. Par contre, pour faire ça, il faut absolument s'écouter et je pense que c'est un autre élément à retenir, à écrire, à garder toujours en tête, sous les yeux parce qu'on a tendance à le penser, puis hop, on l'oublie pendant tellement de temps, puis 2 ans après, on se dit: «Ah oui, c'est vrai». Hem, il faut s'écouter. C'est-à-dire que les signaux que le corps, il envoie, c'est pas juste pour le fun, c'est pas juste une sorte de dysfonctionnement. S'écouter quand ça va bien, mais s'écouter aussi, comme on le disait, les symptômes, ce sont des signaux, il faut les écouter. Mmh, s'écouter aussi quand ça va mieux, ça veut dire prendre un temps.
pour observer. Sauf qu'on ne prend pas le temps. C'est vraiment c'est un très, très général. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont prendre un petit peu plus de temps et moi aujourd'hui, je fais partie des personnes qui prennent un petit peu plus le temps par rapport à l'Aurélie voilà qui avait 25 ans et qui prenait le temps de rien. Donc voilà, les choses évoluent et c'est tant mieux. Mais si on prend pas le temps de se demander justement comment va notre ventre? Je te donne un exemple et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Moi quand je fais mes consultations, mes accompagnements, je propose un questionnaire en amont qui me permet déjà d'avoir quelques notions, puis surtout la personne en répondant, elle aussi, elle est déjà dans une dynamique, dans un mouvement et puis après on complète l'anamnèse pendant le 1er rendez-vous et je demande si les gens, ils ont eu des problèmes de santé divers et variés, jusqu'à maintenant. Beaucoup de personnes, hem, me disent: «Rien, rien» et quand je creuse avec elles pendant le rendez-vous, en fin de compte, elles ont eu plein de choses. «Ah bah, j'ai eu des calculs rénaux. Ah bah, j'ai eu, je souffre de constipation depuis l'âge de 12 ans. Ah bah, j'ai des syndromes prémenstruels très, très importants. Ah bah, je me suis fait opérer de tel truc». Pourquoi? Pourquoi dans l'inconscient collectif, c'est oublié sitôt que c'est vécu? Pourquoi on ne s'écoute pas plus? Pourquoi on considère que c'est un truc à part? Pourquoi on considère pas que c'est notre niveau de santé qui découle de tout ça, mais aussi qui est à l'origine de tout ça? Donc en fait, on vit un truc, on se fait opérer, je sais pas, on se fait opérer, des amygdales, de l'appendicite, des trucs comme ça. Paf, c'est fini, ça n'existe plus, ça n'a jamais existé et c'est pareil dans le sens inverse. Je vois une personne, je dis n'importe quoi, 1er février, on met les choses en place, feuille de route et cetera. Elle me resollicite 2 mois après. «Aurélie, j'aimerais bien qu'on fasse le point. J'ai peut-être reçu, voilà certains résultats des je voudrais en parler avec vous, j'ai des questions» et cetera. OK. «Alors comment ça va pour votre sommeil?» C'est la question bien évidemment à laquelle la personne a envie de répondre et donc elle va me dire: «Bah, ouais, j'ai l'impression que je m'endors un petit peu plus vite et je sais pas, j'ai l'impression de pas trop de changements en fait». «Ah OK. Et sinon pour le reste?» «Bah non, tout pareil». «OK, on va creuser». On reprend tous les points qu'on avait cités. «Ah bah oui, là, ça va mieux. Ah oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites, bah, je vais à la selle tous les jours, je suis plus constipée». Ah! Parce qu'on sait que la constipation, ça a un impact direct sur le sommeil, hein, donc c'est pour ça que je le cite. Et puis c'est vrai au niveau de l'humeur, on me dit que je suis plus joyeuse quand même, que ça va un petit peu mieux. C'est vrai que maintenant je remarque que quand je m'endors, ça va, je me réveille plus. Ah oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites. Mmh. On oublie de se parler à soi-même. Quand on se parle à soi-même, c'est pour être exécrable. On est notre pire ennemi. On est nul, on n'y arrive pas, on réussit rien et puis on est comme ci et puis on est trop comme ça et puis tout y passe. On n'a aucune bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Par contre, on prend pas le temps d'observer les choses. On se pose pas la question et c'est vrai que sur le transit, j'insiste un petit peu sur cette notion de transit parce que autrefois, tout le monde était capable de lire dans la cuvette de ses toilettes. Pas comme madame Irma, mais juste parce qu'on s'intéressait aux selles, parce qu'on savait que les selles, le transit en général, c'était le reflet de la santé de la personne, au travers de sa santé intestinale. Donc quelqu'un qui était constipé, qui avait de la diarrhée, qui avait des selles, tout le temps très molles, qui allait, qui avait mal au ventre, des ballonnements et cetera, ça voulait dire des choses. Aujourd'hui, on sait plus. On sait plus du tout et non seulement on sait plus, mais on veut plus parce que ça nous paraît, écœurant, dégoûtant et cetera et j'ai même des personnes qui ne savent pas quand est-ce qu'elles vont à la selle. Elles ne savent pas me dire si elles sont constipées ou pas. Or, ce transit et cette santé intestinale, elle est directement corrélée. C'est une des composantes majeures au travers l'alimentation, mais pas que, une des composantes majeures d'un bon sommeil. Donc il faut se poser toutes ces questions. On oublie de s'observer. On est tellement préoccupé par 1 milliard de trucs qu'on doit faire, qu'on est déconnecté de son propre corps. Donc pour faire ce que tu as dit qui était très juste, eh bien, il faut prendre le temps, il faut s'écouter, il faut observer les signaux de son corps, dans les 2 sens. Tout à fait. Hem, est-ce que tu pourrais, toi, nous parler rapidement de, comment t'en es venue à faire de toute cette expérience-là, des accompagnements et en fait, comment toi t'accompagnes les personnes qui ont des troubles du sommeil?
Merci, parce que du coup, c'était la question que tu m'avais posée tout à l'heure et Oui, qui tout à l'heure, du coup. m'a sorti de l'esprit. Vraiment, je m'en excuse. Pas de souci. M'a donné envie, c'est, bah, justement ce vide qu'il y avait et je me suis dit, en fait, cette nouvelle vision que j'ai, je pense que elle peut aider beaucoup de personnes. C'est pas une vision dans le sens d'une croyance ou quelque chose de complètement ésotérique, c'est cette nouvelle compréhension, vision au travers de la compréhension. Je voyais les choses différemment. Je me suis dit: «Je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes» et donc c'est comme ça que le podcast est né, pour ce partage et puis de fil en aiguille, de rencontre en rencontre et bien, je me suis, j'ai commencé à accompagner des gens. Au début, c'était vraiment bénévole et puis après, j'ai professionnalisé ça parce qu'aussi je me suis beaucoup formée en respiration, en technique de relaxation, en naturopathie pendant 2 ans et puis, au sein de l'académie Homéorésie et principes du vivant, donc sur la compréhension de ce qu'est le vivant, de Pierre Etchard, quelqu'un que voilà, dont j'admire beaucoup le travail. Hem et puis, bah, de fil en aiguille, de compréhension en compréhension, je me suis dit que, si je pouvais, ne serait-ce que aider une personne par-ci par-là à gagner 15 ans. Je dis 15 ans par rapport à mon parcours. Bah, en fait, je saurais pourquoi je me lève tous les matins et Mmh. j'avais vraiment envie que mon travail du quotidien fasse sens. Moi, initialement, alors j'aimais partager, j'aimais former. Dernier emploi que j'avais avant cette, transition professionnelle, c'était d'être, coordinatrice dans le recrutement. Donc je formais les équipes au recrutement et puis avant, bah, j'étais moi-même responsable d'agence dans le recrutement. Donc j'aimais transmettre, mais j'avais vraiment envie que cette transmission fasse sens et dans le monde salarié que j'avais avant, ça faisait pas sens pour moi. J'étais même pas du tout et j'aime pas du tout ce que je faisais, si ce n'est que j'aimais transmettre. Donc je me suis dit: «Rien que si j'arrive à faire ça pour quelques personnes, déjà, Mmh. je serais, comme accomplie, épanouie, en fait». Du coup, d'une certaine façon, c'est comme si aussi ce que j'avais vécu, bah, c'était au service de quelque chose de plus grand, que je l'avais comme transcendé pour les autres, pour être utile dans ce monde. Et puis, bah, après, le fait est, c'est que ça s'est pas traduit par simplement une ou 2 personnes, ça s'est traduit par de nombreux accompagnements, par des conférences, des formations, des modules de formation que je crée pour d'autres entreprises qui veulent former aussi, voilà. Donc, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus riche et qui m'a aussi, moi, beaucoup enrichie parce que forcément, bah, plus on partage, plus on se forme soi-même et Bien sûr. j'estime qu'on ne peut pas s'arrêter de se former. C'est normal puisqu'on n'arrête pas de découvrir plein de choses et que c'est infini. Plus on ouvre une porte, plus il y a des portes derrière à ouvrir et ça, c'est tout à fait normal. Je trouve que c'est très sain aussi et ça me permet chaque jour d'accompagner au mieux les gens. Hem, dans mes accompagnements, je mets un point d'honneur à visiter l'entièreté de l'iceberg, à pas être sur le juste la partie émergée de l'iceberg, mais vraiment aller voir en profondeur, donc j'accompagne les gens là-dedans. Après, j'ai envie de dire aussi que ce sont pas des accompagnements qui sont, hem, pour tout le monde. Je j'ai C'est pas pour exclure des gens, mais c'est parce que si on n'a pas cette motivation à la base, on n'y trouvera pas son compte. Moi, c'est très important pour moi d'accompagner des gens qui sont, même ils partent de zéro, mais ils ont cet élan. Ils sont prêts à faire évoluer les choses et j'ai eu certaines personnes qui n'étaient pas prêtes à faire évoluer les choses et du coup, je leur dis: «Je pense que je suis pas la bonne personne pour vous accompagner». Donc ça, c'est important de le dire et ensuite par rapport à ce qui jalonne mes accompagnements et bien, hem, c'est la méthode que j'ai créée, la méthode REV, qui, qui permet d'avoir justement de tout balayer. Donc déjà, on vient repérer, le R, c'est pour repérer. On vient vraiment, comprendre ce qui se passe. Ça sert à rien de tâtonner, d'aller à l'aveugle. Non, non, on va vraiment venir comprendre ce qui se passe et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps avec les gens à poser des questions, à surtout beaucoup les écouter parce que c'est toujours très riche et c'est comme ça qu'on peut avancer. Mmh. Et puis ensuite, eh ben, on va venir équilibrer sa journée, on va venir regarder comment ça se passe, comment on organise, est-ce qu'on vient soutenir son horloge biologique? On va venir valoriser son discours intérieur. C'est important comment on se parle. Ça induit beaucoup de choses sur notre biochimie interne. C'est pas neutre ce qu'on se dit. Quelle relation j'ai avec le monde? Quelle relation j'ai avec moi-même? Et puis ensuite, on va venir, travailler hem sur sur ses fonctions physiologiques. Donc comment je viens apporter des ressources, soutenir mon corps. Donc tu vois, on va vraiment travailler sur tout et puis
Certains piliers vont être plus développés avec certaines personnes et peu avec d'autres, il y a moins besoin et Mmh. puis d'autres si. Donc c'est vraiment l'adaptabilité, la personnalisation qui fait que, bah, la personne non seulement elle se sent comprise, mais en plus de ça, elle y voit clair et puis en plus de ça, elle voit les résultats. Donc vraiment c'est tout bénef. Alors, ça nécessite de prendre du temps. On peut pas faire Bien ça sûr. en 10 minutes, en un quart d'heure et c'est en ça que moi je suis, heu jamais je me comparerais à un médecin généraliste ou un médecin du sommeil. Juste, on fait pas du tout le même métier. Le médecin, il peut pas accompagner les gens comme ça en 10 minutes. On peut pas lui demander ça, en fait Mmh. et donc c'est pour ça que c'est pas, l'un contre l'autre parce que certaines personnes me disent, «Moi, je veux surtout pas entendre parler de mon médecin», mais on fait pas le même métier. Donc lui, en 10 minutes, il peut rien faire. Moi, en 10 minutes, je peux rien faire. Voilà, c'est pour ça aussi que les personnes qui me sollicitent, elles sont dans cette démarche et elles ont vraiment envie de prendre le temps et d'avancer et d'explorer. Elles sont dans cette curiosité justement que j'évoquais précédemment. OK, hyper intéressant. Hem, donc je trouve que, voilà, ta méthode rêve, du coup, elle reprend bien tout ce que tu as développé, plus tôt dans cet épisode, donc je trouve ça très, très cool. Je trouve que ça rejoint pas mal aussi ma façon d'accompagner, dans cette idée de, bah, on prend le temps, en fait. On a besoin de ce temps, incompressible pour justement identifier, beh, déjà faire l'état des lieux, en fait, regarder ce qui va pas, qu'est-ce qu'il y a à rééquilibrer ou pas et ensuite, du coup, construire vraiment quelque chose de très adapté à la personne, en fait, parce que chaque personne est différente comme tu l'as évoqué aussi plus tôt. Donc je trouve ça hyper intéressant, et d'ailleurs, à ce propos, de toute façon, je mettrai tous les liens vers, le site, d'Aurélie et tous ses réseaux sociaux si vous souhaitez la suivre ou, pourquoi pas aller plus loin avec elle, pourquoi pas dans un travail aussi sur votre sommeil. Je mets tout ça dans la barre d'infos, donc hésitez pas à aller voir. Hem, Tu me disais tout à l'heure, voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est faire, gagner 15 ans aux personnes que j'accompagne. Bon, c'est pas réellement ça, mais, hem, est-ce que toi, il y a, des erreurs que tu as faites, des choses, par lesquelles tu es passée et bah, que là, tu aimerais partager pour dire aux gens qui nous écoutent: «Voilà, perdez pas du temps sur ces choses-là» ou «Faites pas les mêmes erreurs que moi à ce niveau-là parce que ça m'a fait perdre du temps» ou «Ça m'a un peu découragée» ou Oui, je vois tout à fait et ta question est très pertinente. Hem, tous les petits gadgets, c'est pas la priorité. Tous les petits gadgets, ça peut parfois aider à, ça peut parfois aider à pousser le truc encore un petit peu plus loin. Je pense par exemple à certaines personnes qui vont faire du sport à haut niveau, qui vont avoir besoin de monitorer certaines choses, qui vont avoir besoin, tu vois, le petit truc en plus. OK. Maintenant, pour monsieur et madame tout le monde, il faut pas perdre trop d'énergie à vouloir acheter 1 milliard de trucs. Il faut pas perdre trop d'argent non plus, je veux dire, à vouloir acheter 1 milliard de trucs. Hem, il y a beaucoup de choses que je vois passer qui c'est juste du consumérisme. Donc en fait, on a l'impression qu'en achetant quelque chose, on achète la solution et du coup, on n'est pas dans tout ce qu'on a pu développer ensemble, dans cette responsabilisation. Si ce qu'on achète, c'est vraiment au service de ce qu'on est en train d'impulser, de mettre en place, j'ai envie de dire: «Pourquoi pas?» Mais il y a déjà tellement de choses qu'on peut faire juste nous-mêmes, avec nos choix du quotidien, avec notre organisation de journée, avec notre assiette, avec notre alimentation, dans les relations saines qu'on entretient avec les gens, se libérer des relations toxiques et cetera. Il y a tellement de choses à faire que vaut mieux concentrer son énergie et son argent si toutefois c'est une question d'argent, d'un problème à régler et cetera, mais que d'acheter des gadgets. Ça, c'est quelque chose qui, pendant un temps, moi j'étais, je me disais: «Oh, je vais tester tous les gadgets, regarder tout ça». on Ça passe tous par cette phase-là à un moment donné, ouais. donc voilà, bon, il y a ça et puis après, il y a le fait de ne pas négliger un aspect important et ça m'a mis du temps, moi, le fait de me rendre compte de cela,
alors que je pense que c'est beaucoup plus important qu'on néglige, le potentiel. De pas se forcer à dire oui, de s'autoriser à dire non. Souvent, peut-être par manque de confiance, j'ai l'impression. C'était probablement le cas pour moi, c'est probablement le cas pour pas mal de personnes que je rencontre et que j'accompagne. On ne s'autorise pas à être soi-même. On dit souvent oui, par défaut, on n'ose pas dire non, on se fait un peu manger. Je donne un exemple concret. On est crevé, on est épuisé, on traverse au travail une période peut-être difficile. Et là, il y a un cousin, une belle-mère, hop, bah tiens, on vient manger ou venez manger samedi. Alors qu'en fait, on a juste envie de rester tranquille, de se poser, de redescendre. On a besoin de temps pour soi. Ouais, mais bon, on va quand même pas vexer la personne, et puis elle peut peut-être croire que, et puis elle peut peut-être machin. On n'ose pas dire non. On ne s'autorise pas. Dire non, ça veut pas dire manquer de respect à la personne en face. Ça veut pas dire être agressif, être méchant. Ça veut juste dire se faire passer en priorité. Et se faire passer en priorité, c'est pas de l'égoïsme déplacé, quelque chose de mauvais. C'est juste que si on veut briller, pour soi, pour les autres, il faut déjà prendre soin de soi. C'est exactement la même chose que dans les avions. C'est une métaphore qui est très souvent prise, mais je veux la redonner ici parce qu'elle est tellement parlante. S'il y a un problème dans l'avion, on ne met pas déjà le masque à son enfant, même si c'est pour nous la chose la plus importante au monde. On met son masque à nous. Ensuite, on met le masque à l'enfant. Parce que si nous, on va, on pourra s'occuper des autres. Donc on arrête de se faire passer tout le temps en second plan. Beaucoup de personnes qui rencontrent des problèmes de sommeil, c'est parce qu'en fait, elles sont trop gentilles, en fait. Elles sont très perfectionnistes, elles veulent tout bien faire, tout parfait, présenter parfaitement, être parfait pour le monde. Mais vraiment souvent, ça reflète un gros manque de confiance en soi, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler et ça se travaille très clairement, de façon très concrète et et voilà, faut pas passer à côté de ça. Mais du coup, il faut s'autoriser à se faire passer en premier. Et plus on s'oublie, plus on marche à côté de ses pompes et plus on se réveille le matin sans savoir pourquoi on se réveille le matin. Donc finalement, on fait tout sans jamais être aligné. Bah, quand on n'est pas aligné, on n'est pas à sa place, c'est très insécurisant. Et donc ça entretient le cercle vicieux du sommeil. Ça m'a mis du temps à prendre conscience, que j'avais vraiment besoin de me faire passer en priorité et que c'était pas méchant et qu'au contraire, ça me permettait de donner encore plus puisqu'on peut donner de ce qu'on déborde. Donc plus je prends, je m'accorde et je prends du temps pour moi et je me valorise et je m'aime moi, plus je vais pouvoir aimer le monde. Ah, c'est super beau ce que tu dis. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est intimement lié et on se dit souvent que ça n'a aucun rapport, alors qu'en vérité, ça a tout à voir avec justement, ce qu'on est en train d'évoquer, donc merci d'en parler. OK, je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Bon, il y a encore, énormément de choses à dire. Je sais pas si toi, il y a des points particuliers, des choses vraiment qui te tiennent à cœur, que tu as envie de partager là aujourd'hui? Bah, écoute, oui, pour conclure et c'est vrai, tu as raison, je pourrais rester là à discuter, des heures avec toi. Merci pour la pertinence de tes questions parce que c'est vrai que ça permet de rebondir sur plein de choses. C'était vraiment très riche, enfin, de toute façon, je trouve ça très riche à chaque fois qu'on peut partager ce qui nous passionne. Hem, on a parlé d'alimentation et je sais que souvent c'est un gros chantier. C'est très difficile de changer ses habitudes alimentaires, c'est très difficile de savoir quoi faire. On entend que pour certaines personnes, le régime végétarien, ça a sauvé la vie de cette personne. Pour d'autres, ça va être le régime carnivore. Pour d'autres, ça va être le cétogène. Alors qu'en fait, ces régimes-là n'ont rien en commun ou pas beaucoup de choses. Pourquoi plus l'un que l'autre? Gardons en tête que, certes, nous sommes des êtres humains tous, mais que notre corps, il va pas avoir les mêmes besoins au niveau alimentaire et que c'est important d'aller tâtonner, d'aller voir ce qui est le mieux pour nous. Donc, ne pas se laisser 1er point, je pense que je vais donner 3 points pour l'alimentation et je peux conclure là-dessus, mais je sais que ça suscite toujours énormément de questions, l'alimentation. Donc, ça me permet de donner des choses très précises.
Donc le premier point, de pas se comparer à ce que même mange son conjoint. C'est tout bête, hein, mais en fait, on n'est pas designés pour manger exactement tous la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui où tout est très, dans une volonté de tout normaliser, où tout doit être pareil, ben, on a tendance à vouloir gommer artificiellement toutes ces différences et parfois on se perd là-dedans. Donc c'est pas grave si, vous avez l'impression que le fait, de plus du tout manger de viande, ça vous va mieux, ou si vous avez l'impression que justement il faut que vous puissiez manger suffisamment de poisson, de viande pour aller mieux et que votre conjoint il fait pas la même chose, c'est pas grave. C'est personne n'a raison ou tort en fait. Vous êtes en train d'explorer ce qui nourrit le plus votre corps, c'est OK. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment les produits ultra transformés et le sucre en fait partie. Bien sûr, c'est à bannir. Il faut choisir ses assiettes en laissant ça de côté. Ça doit rester des petits plaisirs ponctuels, mais on peut pas juste manger des plats préparés, boire des boissons, des sodas à gogo ou manger des trucs sucrés toute la journée en se disant que ça laissera indemne notre système nerveux, notre système hormonal. Ça, c'est vraiment pas vrai. À un moment donné, on a le retour du boomerang, donc c'est important de penser à son alimentation. On va pas faire les courses juste avant le dîner parce qu'on va mettre n'importe quoi dans le caddie et puis, bah, après on va se dire: «Je vais quand même pas le jeter». Donc on va le manger et puis rebelote la semaine d'après, donc on prend soin de penser à son caddie en amont. Ça, vraiment, souvent, c'est ce qui aide le plus les gens, c'est de se dire: «Ah OK, je vais me poser, je vais me faire une vraie liste de courses d'aliments sains que je veux cuisiner et j'irai faire les courses après avoir mangé et là, je sais que je ferai les bons choix». Donc ça, c'est le deuxième point et le troisième point sur l'alimentation, c'est que, hem, il f le corps a besoin de repos digestif pour bien fonctionner, pour pouvoir se régénérer. Quand on grignote toute la journée ou qu'on n'a pas assez de repos digestif la nuit, on l'empêche de faire ce travail de détox, ce travail de nettoyage et donc ça a des répercussions sur le sommeil. Donc dîner tôt, attendre le lendemain matin, on n'est peut-être pas obligé de manger à 6 heures en fait. On peut peut-être attendre un peu. Si pour des raisons professionnelles, on se dit qu'on n'a pas le choix, en ce cas-là, on dîne vraiment tôt. Il faut qu'il y ait un temps de repos digestif suffisant pour que le tout puisse fonctionner. Et si on mange à 8 heures, on grignote pas à 10 heures en attendant midi, puis à 16 heures en attendant 19 heures. Ça fait trop. Et ce grignotage-là, il fait faire le yo-yo à votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre sanguin. Si ça fait le yo-yo en journée, ça fait le yo-yo la nuit, ça crée des réveils nocturnes. Donc, on fait attention à cette gestion des sucres. Si vous avez faim 1 heure après avoir mangé ou 2 heures après avoir mangé, c'est que votre repas n'était tout simplement pas adapté. Peut-être probablement trop sucré, en tout cas pas adapté à vous, pas assez, pas d'effet de satiété suffisant et trop de yo-yo au niveau de la glycémie et donc de production d'insuline et cetera. Donc voilà pour les 3 éléments à faire attention sur l'alimentation pour ceux qui veulent démarrer quelque chose. À mon avis, rien qu'avec ça, il y a déjà un énorme pas de fait. C'est déjà énorme. Ouais, hyper intéressant. Merci beaucoup pour ces précisions sur l'alimentation. Je suis sûre que ça intéresse pas mal de monde d'ailleurs qui nous écoute. Hem, alors, je sais pas si tu le sais, mais à chaque fois, pour conclure sur le podcast, j'aime bien poser 2 questions, notamment sur le changement. Un peu pour conclure tout cet échange qu'on a eu toutes les 2, en 1 ou 2 phrases, qu'est-ce qui, selon toi, permet le changement? Hem, la curiosité, et la confiance en soi. Ça présuppose que c'est des choses à aller chercher en amont, du coup. Donc La c'est pas curiosité, c'est peut-être plus un état d'être, mais ça s'entretient. mmh, Si on n'est pas curieux, on peut pas, avoir envie d'aller chercher autre chose et la confiance en soi, dans le sens où, hem, si on n'a pas peur de se tromper, si on n'a pas peur de revenir en arrière, en fait, si on n'a pas peur d'apprendre, toutes les portes s'ouvrent. Donc pour moi, c'est vraiment la clé du changement, se dire: «C'est OK, je suis avec moi-même, tout va bien se passer». génial. Et 2e question du coup, qu'est-ce qui fait que selon toi, on n'arrive pas encore à changer? Hem, peut-être parce qu'on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de se demander ce qui nous bloque.
On se dit: «Il y a quelque chose qui me bloque», mais on prend pas le temps de ce temps d'introspection. 2°, peut-être, hem, qu'on attend le bon moment qui n'arrivera jamais. Mmh. On attend, d'être, bien entouré si on se trouve mal entouré. On attend d'avoir moins de travail à son travail si on se sent surchargé. On attend de déménager si on se sent pas dans la bonne maison. On attend le moment idéal. Ce moment idéal, spoiler alerte, il n'arrivera jamais. Donc on se bloque à cause de ça. À partir du moment où on laisse cette illusion, cette chimère du moment parfait, on avance. Je trouve ça très, très juste. Merci beaucoup Aurélie. C'était hyper intéressant, tous ces partages et cetera. Je suis sûre que ça a intéressé énormément de monde, donc merci beaucoup pour tout ça. Comme je disais, du coup, tous les liens vers ton site internet, tes programmes, tes réseaux sociaux, je mets tout en barre d'infos. Donc comme ça, tout le monde pourra retrouver, où toi te retrouver, sur la toile. J'espère que vous avez apprécié cette interview et l'échange qu'on a eu avec Aurélie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement le cas. Donc pensez bien, s'il vous plaît, à laisser une note 5 étoiles, un commentaire et à partager cet épisode. C'est hyper important avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, le changement n'est que le reflet de ce que vous croyez possible de changer. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium. Merci Aurélie. Merci beaucoup Mona. Une bonne journée à tous.